Bonsoir à tous, bienvenue sur Campus Channel. Ce soir, le master spécialisé Central ESSEC Entrepreneur est sur Campus Channel. Jean-François Galloin, bonsoir. Bonsoir. Chers internautes, vous allez pouvoir dialoguer en toute franchise et poser toutes les questions qui vous animent ce soir. Jean-François Galloin, responsable pédagogique du master spécialisé, y répondra avec franc-parler, je m'emporte garant. Le slogan de l'ESSEC, Jean-François Galloin, le nouveau slogan, You have the answer, vous avez la réponse, ou la réponse est en vous, je ne sais plus exactement quelle est la traduction. Ouais. Finalement, si la réponse est en nous, est-ce que si chacun a la réponse individuellement, à quoi ça sert un MS entrepreneur ? Parce que, comme dit, je crois que c'est Brassens qui dit ça, sans technique, un don n'est rien qu'une salmanie. L'entrepreneuriat, évidemment, il faut l'avoir en partie en soi, il faut avoir envie de se lancer, il faut avoir des idées, il faut vouloir s'engager. Mais après, il y a des techniques, il y a un métier, il y a des choses à savoir, il y a des pièges à éviter. Même la réponse, on pourrait penser que finalement la question là en soi, le questionnement, mais la réponse quand même, là, est-ce que ça s'applique vraiment au MS entrepreneur ? Est-ce qu'on arrive avec des réponses forcément déjà ? Ah oui, si vous prenez la question comme ça, en fait, oui, vous avez raison. C'est-à-dire que non, il y a plein de questions qu'on se pose quand on rentre justement dans un projet de création d'entreprise où finalement on pose une hypothèse. On pense qu'on a une idée qui va créer de la valeur. Et en fait, tout l'enjeu, c'est justement d'apporter des réponses à est-ce qu'il y a un marché pour ce que je veux faire ? Est-ce que je vais être capable de produire ce que je veux faire dans un coût, dans un cadre qui est compatible avec la valeur perçue par les clients ? Donc, il y a plein de questions, évidemment, en antécréation. Et d'ailleurs, même après, une fois que le projet est lancé. Très bien. Alors, on va, si vous voulez bien, prendre la toute première question et commencer ce dialogue. D'accord. Je vous laisse la lire. Alors, c'est Clément qui nous interroge et qui nous demande « Pouvez-vous nous expliquer le déroulement de l'année ?» C'est une bonne question d'introduction. Oui, c'est une bonne question. En fait, oui, c'est une bonne question parce qu'une des particularités de ce MS, c'est qu'il se fait d'une certaine façon en alternance. C'est-à-dire que les participants au master vont en partie avoir des cours soit à Centrale, soit à l'ESSEC, et en partie travailler soit sur un projet personnel, soit dans une entreprise d'accueil. Donc, en gros, ce qu'il faut considérer, c'est que ça va démarrer au mois de septembre, que globalement, ils vont être sur un rythme qui va être, les élèves vont être sur un rythme qui va être 5 jours de formation par mois, le reste du temps en entreprise. D'accord. Et les 5 jours, d'ailleurs, c'est 2 fois 2 jours plus 1 jour. D'accord, donc on a à peu près un quart du temps en formation. Exactement, un quart du temps en formation, le reste en entreprise, où l'idée c'est d'ailleurs d'être dans une petite entreprise, une start-up ou une toute petite PME, pour être au cœur d'un projet de création d'entreprise. D'accord, et ce rythme, on l'a de septembre jusqu'à la fin du Globalement, du oui. MS ? Globalement, c'est ça, de septembre à fin juin. C'est à peu près ça, absolument. D'accord. Il y a quelque chose à ajouter sur ce déroulement de l'année ou est-ce que finalement cette trame est aussi simple ? La trame est aussi simple. Alors après, on peut évidemment, si on veut compliquer, on se rapproche un peu, on zoome. Il y a une semaine par exemple de voyage d'études. Là, on va partir avec la promo actuelle dans quelques jours. C'est le 15, je crois, mars aux États-Unis. Donc là, il y a une semaine qui est bloquée. C'est vrai que le premier mois, il est un tout petit peu différent parce que on veut donner des bases communes en fait aux élèves du master sur des notions de marketing, de finance. Tous n'ont pas ces notions-là, donc il y a un peu plus d'intensité, on va dire, sur le mois de septembre. Mais globalement, après la trame qu'on exposait, elle est à peu près celle-là. Alors, une autre question de Moko. Le MS se fait-il forcément en alternance ? C'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire. C'est la pédagogie du master, donc tout le monde y adhère. Alors, en fait, je ne sais pas trop ce qui est derrière cette question. Il faudrait peut-être que Moko précise sa question. Mais oui, on ne le fait le master que 5 jours par mois. 2 fois 2 plus 1. Après, d'ailleurs, on ne s'est pas posé la question, mais pourquoi ce schéma ? Pourquoi ce choix pédagogique de faire de l'alternance ? Alors, le sentiment qu'on a quand on a conçu ce MS, c'est que autant effectivement on peut apprendre des choses et il faut apprendre des choses, autant on ne peut pas rester théorique
trop longtemps quand on parle de création d'entreprise. Et il nous semblait absolument essentiel, quand on a conçu le master, de donner la possibilité aux élèves d'appliquer immédiatement ce qu'on était en train de leur enseigner, donc de le mettre en œuvre dans une entreprise d'accueil ou sur un projet de création. Et aussi, on pensait que, et ça fonctionne assez bien d'ailleurs, que du coup, les formations, les périodes de formation seraient d'autant plus riches que les élèves étant dans un projet de création, ils sauraient projeter des questions vers le formateur beaucoup plus pertinentes. Donc, on a souhaité véritablement créer ce dialogue finalement entre la partie formation et la partie mise en application finalement de ce qu'on enseigne. Très bien, on prend la prochaine question. Alors on prend la prochaine question, s'il y en a une, et pour l'instant, c'est Elliot. Merci Elliot. Alors Elliot, comment se fait le choix de l'entreprise ? Cherche-t-on nous-mêmes ? Excellente question. J'aurais tendance à dire les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que, en réalité, ce que l'on va faire. Finalement, on comprend que l'enjeu est assez fort là pour le coup, parce que votre alternance repose sur, et cette double pédagogie dont vous parlez repose sur une entreprise. Donc, si vous plantez une entreprise, si elle n'est pas la bonne, vous mettez en péril toute votre formation. Non. Alors, déjà, on répond à la question de comment on fait. Alors, nous, ce qu'on organise au niveau de Centrale ESSEC, c'est une journée on va appeler ça du speed dating. En gros, c'est à la mode dans les formations entrepreneurs, voilà. Le speed dating. Alors en gros, ce qu'on fait, c'est que ça se passe d'ailleurs à la maison des anciens de Centrale. Pendant la journée, on va faire 3 sessions à peu près, où on va mettre face à chaque élève, et là ça se fait en groupe, à peu près il y a 3-4 entreprises pour un élève. Donc il y a des présentations extrêmement courtes, les élèves se présentent en 1 minute, les entreprises se présentent, et ensuite il y a des cacahuètes à boire, et les gens se rencontrent et discutent. Et je dirais que cette journée de speed dating, donc, qui a lieu fin juin, elle permet... juste après la sélection. Exactement. Donc les élèves savent qu'ils sont sélectionnés, et du coup on les invite. Et donc il y a 3-4 entreprises par élève en moyenne. Oui. Ça c'est dans la journée. Au-delà de la journée, il y a des élèves qui peuvent nous dire « Ouais, mais nous, on est intéressés par tel et tel truc. Là, j'avais pas suffisamment d'agronomie, par exemple, et moi, c'est le sujet qui m'intéresse. » On peut apporter des projets qu'on connaît, des entreprises par ailleurs ? C'est une autre possibilité. En effet, les participants peuvent venir avec une entreprise qu'ils connaissent, dans laquelle ils ont envie de travailler. Et puis, il y a le choix aussi de travailler sur un projet personnel. C'est-à-dire que là, c'est des jeunes qui viennent avec un projet de création et qui nous disent, moi j'aimerais travailler, mon alternance, la faire sur mon propre projet. Et ça, c'est validé à tous les coups, ou est-ce que c'est soumis à une évaluation interne ? C'est validé à tous les coups, mais c'est extrêmement contrôlé. C'est-à-dire que, en fait, je vous disais qu'on fait 2 fois 2 jours plus 1. Le 1 en question, c'est peut-être une question qu'on aura tout à l'heure, le 1 en question, c'est ce qu'on appelle le fil rouge, c'est le business plan. C'est-à-dire que tous les mois, on a une journée entière consacré au fil rouge, donc au suivi en fait du projet, que ce soit un projet, encore une fois, d'une entreprise d'accueil ou un projet personnel, on s'assure du suivi de ce projet-là. Et on le fait d'ailleurs avec un certain nombre de coachs qui viennent spécifiquement là-dessus. Merci Jean-François. La réponse était très claire. D'accord. On passe à la question suivante ? Bien sûr. Alors là, on ne sait pas qui... nous écrit, mais c'est quel bagage, cursus nécessaire pour intégrer le master ? Après, j'ai pourvoir, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être l'identité de la personne, tout simplement, son pseudo. Ah oui, c'est ce qui s'appellerait pourvoir, d'accord. Pourvoir. Alors, pourvoir, donc Quel cursus on est c'est le classique, quoi. Un MS, c'est un bac plus 5. Statistiquement, on a beaucoup d'ingénieurs ou de formation scientifique. Je dirais que c'est 80% peut-être de notre recrutement. Ça, c'est dû à votre double positionnement avec Centrale ? Pas forcément, mais parce qu'on peut imaginer que les gens qui ont fait une école de management, pour beaucoup d'entre eux, ils ont déjà suivi, s'ils sont intéressés par l'entrepreneuriat, des cursus entrepreneurs. Certes, Jean-François Galloin, mais il y a quand même au-delà des ingénieurs, il y a encore un monde. Il y a encore des universitaires. Il y a des biologistes, il y a des pharmaciens, il y a donc tout ce pan-là. Et puis en effet, en droit, en langue. Et voilà. Et après, il peut y avoir des juristes, des Sciences Po. Mais ça correspond à quoi ? Comment se fait-il qu'il y ait 80% d'ingénieurs au final ? Ça veut dire qu'il y a... C'est pas rien quand même, il y a une volonté. C'est une volonté Non, franchement, c'est statistiquement ce qu'on reçoit. Vous aimeriez aussi diversifier plus ? Pourquoi pas ? Il y a des profils que vous aimeriez voir plus ?
Enfin, si là, vous deviez voir des profils que vous seriez ravi de voir un peu plus, ce serait Ouais, quoi, en c'est fait une question, je ne sais pas y répondre. Non, moi, on a eu des Sciences Po qui sont vraiment sympas. Je trouve que c'est intéressant comme profil. On peut imaginer que par rapport aux enjeux du business, il y a quand même des profils qui seraient quand même plutôt Oui, oui, on peut intéressants à en voir. trouver partout, hein, en effet, des entrepreneurs, hein, clairement. Donc, oui, on pourrait tout à fait imaginer recruter des gens qui viennent de sciences humaines, par exemple. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que statistiquement, c'est pas les profils qu'on reçoit. D'accord. Donc c'est pas une volonté politique, le fait d'avoir 80% non, d'ingénieurs. pas du tout. Non, ce qu'on veut, c'est des entrepreneurs. D'accord. Voilà. On va y revenir, j'imagine. Ouais, J'imagine qu'on va revenir sur cette notion. Non, et c'est vrai que les entreprises, d'ailleurs, ne sont pas nécessairement des entreprises technologiques. Par rapport, vous me parliez de Centrale, oui, c'est un cursus qui est effectivement central et sec, mais les projets d'entreprise ne sont pas nécessairement des projets d'entreprise technologique. Même venant des ingénieurs? Même venant des ingénieurs. Du reste, déjà à Centrale, il y a certains projets qu'on incube à Centrale qui sont des projets qui ne sont pas techno. Donc, non, il n'y a pas de question. Voilà. Alors, c'est Cosette 75. Quels sont les critères de sélection des membres des promotions? Avez-vous des fonctionnaires dans vos promotions? Quel est le ratio candidature reçue? Merci. C'est une grande question, on va y passer un moment. Grande question. Alors, les critères de sélection des membres, en fait, la façon dont ça fonctionne, là aussi, c'est un grand classique, c'est-à-dire qu'on regarde un TAJMAJ, un TOEIC, le cursus évidemment pédagogique, passer les stages. On essaye de détecter d'ailleurs dans les Ça, c'est l'élément classique. Hein. Effectivement, c'est les éléments classiques, assez classiques. Est-ce qu'il y a des éléments de sélection qui sont plus importants que d'autres dans ce MS? Moi, ce que j'aime bien voir, évidemment, c'est des gens qui démontrent dans leur parcours par des faits tangibles. Ils ont bossé dans une association, ils ont lancé quelque chose, ils ont créé un événement, une volonté, enfin une attitude entrepreneur, c'est clair. La volonté d'entreprendre ne peut pas être complètement désincarnée au moment où on vient vous voir? Il va falloir être bon pour expliquer que tout d'un coup on se réveille. Pourquoi pas? Mais d'ailleurs, ça peut arriver qu'on ait une vocation tardive. Mais donc c'est pas exclu. Mais évidemment, c'est mieux si on est capable de montrer que. Donc on doit déjà avoir entrepris d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans le domaine associatif, ou montrer qu'on tourne autour de ce sujet. Des fonctionnaires dans vos promotions, il n'y en a pas aujourd'hui. Je réfléchis, non. Mais en revanche, il y a des gens qui viennent de grands groupes, hein, puisqu'on a un master qui est ouvert à la fois à des jeunes diplômés et à des cadres expérimentés. Donc on a des gens qui ont 35, 40 ans et qui ont fait un premier parcours professionnel dans des grands groupes. Alors, ils ne sont pas fonctionnaires, évidemment, hein, mais... Est-ce qu'on pourrait imaginer finalement qu'un fonctionnaire, si tant est que la catégorie en soi est cohérente, parce que finalement on trouve beaucoup de choses dans la fonction publique, oui. Mais est-ce qu'en soi... il y a des entrepreneurs partout, et il y en a, Dieu merci d'ailleurs, dans la fonction publique. Quand vous êtes un prof, par exemple, dans une école, et que vous montez un laboratoire, que vous créez un laboratoire de recherche, que vous lancez un parcours pédagogique nouveau, vous êtes un entrepreneur. D'ailleurs, on qualifie ça d'intrapreneur. Hein. Alors, je vais aller encore plus loin, mais du coup, si les fonctionnaires, en soi, la condition de fonctionnaire n'est pas du tout un frein, non. Est-ce que néanmoins, on peut entreprendre dans la fonction publique? Enfin, pour le coup, Bien sûr, encore heureux. Non, mais vous pourriez très bien accepter un ancien fonctionnaire ou un fonctionnaire... Mais même un fonctionnaire actif. Bien entendu, encore heureux, Dieu merci. Fonctionnaire, c'est pas un état, hein. Voilà, comme on est blanc ou on est blond, fonctionnaire, c'est un... Dégageons-nous peut-être du mot de fonctionnaire, c'est-à-dire qu'au final de quelqu'un qui travaille pour la puissance publique ou qui travaille pour le service public. Bien sûr, il y a des gens qui sont entreprenants partout. Voilà, donc c'est aucun problème pour... Et vous êtes capable de faire glisser cette notion d'entrepreneuriat jusqu'à des fonctions qui pour l'instant vous semblez un peu inconnues ou vous n'avez pas encore expérimenté? Moi je suis surpris de l'esprit créatif des gens quand même, hein. Et ça me dope d'ailleurs dans la vie. De voir qu'il y a des gens qui ont des initiatives absolument partout, dans le monde associatif, dans le monde de l'entreprise privée, à tous les niveaux.
Juste pour terminer sur la Oui. question précédente, puisque la dernière question Oui. est de savoir quel était le ratio de Je candidats. dirais, c'est au moins c'est 4, on va dire, candidats, un reçu, si c'est entre 4 et 6, quoi, D'accord. pour un, quelque chose comme ça. D'accord. Il y a une sélection qui se fait déjà sur dossier. Hein, Il y a à peu et près la puis moitié qui s'en va sur dossier ou... oui, ou plus exactement. Alors, il n'y a pas vraiment de critères, parce que si les dossiers sont vraiment très bons, on a envie de voir les gens. Mais globalement, je dirais que entre les gens qui sont admissibles et les gens qui sont admis, on est sur du 1 sur 2, quelque chose comme ça. Alors, on ne vise pas forcément à se dire on a une promo de temps, donc on veut tant d'admissibles. Hein. Parce qu'encore une fois, si les dossiers sont bons, on les accueillera. La capacité maximale du master, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est une quarantaine. Après, il faudrait qu'on modifie un peu la pédagogie. On pourrait aller au-delà après, hein, mais il faudrait qu'on se réorganise. Donc, aujourd'hui, on est configuré pour ça au max. Alors, Adama Barry qui nous demande, sommes-nous obligés de travailler dans une start-up? On est obligé. Alors oui, on est obligé de travailler. Alors, ça dépend de la Qu'est-ce qu'on appelle notion. start-up? Voilà. C'était ça. Vous avez employé le terme tout à l'heure, donc c'est Ouais. peut-être là pourquoi on rebondit dessus. Exactement. Donc, en fait, le critère, c'est, on va dire, une entreprise de moins de 50 personnes. Et entreprise, ça peut être entreprise au sens large. C'est-à-dire que le gars vient en disant, voilà, moi j'ai une petite association qui est en train de se lancer, qui fait, je sais pas, de l'humanitaire, voilà nos ambitions, voilà ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de se développer. Moi, j'appelle ça une entreprise. Et d'ailleurs, la personne qui vivra à l'intérieur de ça, vivra exactement la même chose, c'est-à-dire se posera des questions de positionnement marché, des questions de financement, des questions de business model, des questions d'exécution, les mêmes problèmes. Donc, vous parliez tout à l'heure d'entrepreneuriat. Enfin, est-ce que pour là, vous voyez ma question qui arrive à grands pas, mais pour le coup, est-ce qu'être dans une grosse entreprise pour le coup et dans une pourquoi pas une cellule d'innovation plus petite? On a eu ça, c'est-à-dire qu'on a effectivement l'année dernière, par exemple, des gens qui sont venus en nous disant je travaille chez un éditeur de bouquins classique, et on se pose la question d'une diversification sur le numérique. Et donc j'ai un projet de faire un business plan pour l'éditeur, pour mon entreprise, pour aller sur le numérique. Ça c'est un projet. Et c'est un projet de création. On a eu un autre chez un gros opérateur de télécom, quelqu'un qui était dans le master et qui est venu en disant je suis en train de travailler sur un projet de diversification, ou plus exactement de lancement d'une offre dans un pays de l'Est. C'est un projet intrapreneur. Et c'est des projets passionnants d'ailleurs à suivre. On a cette année quelqu'un qui travaille dans la grande distrie et qui travaille sur une marque, le lancement d'une nouvelle marque, d'un nouveau concept. Et ça, vous les questionniez dès l'entretien d'admission là-dessus? Oui, alors c'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on spécifie précisément ce qu'on va chercher. C'est-à-dire qu'on leur dit, soit ils ont déjà le projet en main, soit on leur dit, attention, voilà ce qu'il va falloir que vous ayez, que vous trouviez. Donc ce projet intervient dès l'entretien d'admission, vous commencez à en parler finalement. On commence à en parler même si le projet n'existe pas encore. Et on attendra, on s'attendra à ce que le projet soit formalisé, on va dire, à la fin du mois de septembre au plus tard. Hein. Donc les gens peuvent arriver sans avoir défini ça, mais il faut qu'ils y réfléchissent sérieusement. Alors Charlie, bonsoir Charlie, qui nous demande, ayant un diplôme d'ingénieur plus expérience d'entrepreneur depuis 4 ans, le MS pourra m'apporter des notions supplémentaires et un réseau d'entrepreneurs motivés, point d'interrogation, merci. Là, il faudrait qu'on en discute. C'est pas évident si effectivement un ingé, quelqu'un qui a un boulot d'entrepreneur, il faudrait qu'on en discute. Il faudrait qu'on en discute plus à fond. Est-ce qu'il ne va pas s'embêter? Est-ce qu'il n'y a pas des notions qu'il connaît déjà? Parce que finalement, dans cette alternance, il y a aussi, j'ai l'impression, comme une notion de découverte de ce qu'est l'entrepreneuriat, quoi. C'est plus que de la découverte quand même, hein, parce qu'on a des gens qui repartent avec un projet sur lequel ils bossent. Hein. Qu'est-ce qui vous refroidit là, alors, du coup, sur cette question-là, Jean-François Galloin? C'est le fait qu'il y ait 4 ans d'expérience d'entrepreneuriat? Je ne sais pas dans quelle mesure il a théorisé ses connaissances. Parce que c'est toujours la même chose. C'est dans tous les métiers pareil. Il y a des gens qui exercent une fonction sans forcément l'avoir appris ou apprise, cette fonction, et qui n'ont jamais théorisé. Donc ça peut être effectivement un manque. Et puis il y a des gens qui sont curieux,
qui ont exercé la fonction et qui se sont formés en lisant, en allant, vous voyez, en faisant de la formation aussi professionnelle. Donc, il faudrait savoir précisément jusqu'où il a été dans la prise de recul par rapport à ce qu'il fait. On comprend en tout cas que c'est pas évident, quoi. Au final, Non, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas simple. Non, c'est pas évident. Mais c'est vous avez déjà eu l'expérience, vous avez déjà testé en fait cette. Des gens qui avaient déjà créé. On avait des gens, non, l'année dernière par exemple, on avait un INSA de Lyon qui bossait sur un projet de création depuis 1 an. Donc il n'avait pas les 4 ans en question et clairement il n'avait pas fait ce travail de prise de recul par rapport à ses pratiques. Voilà. Mais là, 4 ans d'expérience, je ne sais pas où il en est. Difficile de répondre comme ça de façon un peu théorique. À discuter. Bon. Pour voir, de nouveau, pouvez-vous nous renseigner sur les coûts de la formation question piège parce que je n'ai pas mon tarif en tête. C'est 16 000 euros, je pense, ou 15 000. Je pense qu'on ne fait pas référence uniquement au tarif, mais peut-être aux façons de procéder au final. Est-ce que ce coût est diluable? Alors d'abord, le fait qu'il y ait une alternance, c'est une bonne nouvelle aussi de ce point de vue-là. Comment ça se passe d'un point de vue les élèves, quand ils sont évidemment en alternance dans une entreprise start-up, ils sont rémunérés par la start-up. La moyenne, on n'a pas fait de calcul précis, mais la moyenne l'année dernière, par exemple, des rémunérations des stagiaires jeunes diplômés, ça tournait autour de 1 200 euros net. Et alors après, il y a plein de modalités. Il n'y a pas de prise en charge des frais de scolaire. Si, voilà, c'est ça. Comme pourrait l'être l'apprentissage. Donc du coup, il y a des entreprises qui s'arrangent avec le stagiaire en lui disant, écoute, plutôt que de donner 1 200 euros net, on va payer une partie de ta formation et puis on te donne un peu moins. Donc voilà, il y a une espèce de... C'est une négociation au cas par cas? Oui, toujours. Oui, toujours. Oui. D'accord. Oui. Et puis, comme on est face à des gens qui sont des entrepreneurs, on espère qu'ils vont savoir négocier ça. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question. Il y a une nouvelle question d'ailleurs qui finalement permet de compléter. Alors, les entreprises partenaires qui viennent recruter des apprentis, dans ce MS sont prêtes à financer les frais de scolarité en plus d'un salaire. C'est pas vraiment des apprentis, là, disons-le, peut-être. C'est pas de l'apprentissage, on est d'accord. Alors non, en effet, au sens légal du terme, ça n'est pas de l'apprentissage. C'est une alternance. Les apprentis, par exemple, les apprentis qui sont les SEC, en général, se font financer leur formation, plus une rémunération. Voilà. Pour avoir le statut d'apprentissage, en fait, il faut d'abord avoir un certain nombre d'années d'expérience, d'existence en tant que master spécialisé. Et donc, il y a toute une procédure. Et le master spécialisé de Centrale ESSEC est trop jeune pour avoir encore postulé. Donc aujourd'hui, c'est une alternance, mais la réponse est quand même la même. C'est-à-dire que oui, des entreprises peuvent prendre en charge une partie de la formation ou même la totalité de la formation. On a eu le cas l'année dernière, et puis ce n'est pas le cas, c'est des cas l'année dernière. Donc clairement, oui. Mais c'est une négo. Il n'y a pas un cadre, voilà. D'accord. Merci pour cette réponse concrète. Qu'est-ce qui distingue ce MS des autres MS en entrepreneuriat? Ouais, il y a pas mal de choses. C'est une question récurrente, oui, et en même temps, sûr. c'est pas étonnant, on est dans une semaine entrepreneuriale. Normal. Donc la question est très légitime. On sait, quand on a créé ce master, on est les petits derniers arrivés dans la cour de récréation, on va dire. Puisqu'il existait d'autres masters entrepreneurs avant que Centrale ESSEC se décide à en faire un. Rappelez-nous quand est-ce que vous êtes né? Il y a 2 ans, donc c'est très récent. Alors, il y a 2 ans sur le master Centrale ESSEC Entrepreneur, mais Centrale fait de l'entrepreneuriat depuis plus de 10 ans, et l'ESSEC aussi. C'est-à-dire qu'on a quand même une grande pratique de la formation d'entrepreneurs. On a monté chacun dans nos écoles respectives des incubateurs. Qu'est-ce qui a manqué finalement pour que ça vienne si tard, quoi? On pourrait se demander finalement, c'est étonnant. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Par exemple sur Centrale, on a commencé par faire un module de sensibilisation en 2e année, quelque chose en 3e année, un incubateur, donc on ne peut pas tout faire. Et si vous deviez définir ce positionnement, vraiment donner en quelques mots-clés le positionnement du MS sous-entendu par rapport aux autres? Si vous voulez, il y a des masters où globalement on accompagne uniquement des créateurs. Donc vous venez avec un projet de création, et si vous n'avez pas de projet de création, je caricature à peine, mais on ne donnera pas de nom. Non, on ne donnera pas de nom, et d'ailleurs je pense que l'offre est vraiment sérieuse, tant mieux d'ailleurs en France. Donc
Voilà, je pense que ça correspond plus à des natures différentes que des niveaux de qualité. D'accord, mais effectivement, le premier cas que vous soulevez voilà, est un cas qui existe. Création, voilà. Il y a un deuxième cas où on va former plutôt, on va dire, des intrapreneurs, des gens qui vont plutôt aller bosser après ça dans des entreprises et être des managers entreprenants, vous voyez. Ça existe aussi. Voilà, qui existe aussi. Nous, on prend l'axe qui consiste à dire, vous pouvez avoir envie d'apprendre et de découvrir ce que c'est que l'entrepreneuriat sans forcément avoir un projet personnel dans la tête. Parce que ça, nous, c'est ce qu'on a quand même observé aussi bien à l'ESSEC qu'à Centrale, de jeunes diplômés qui nous disent, la création d'entreprise, ça m'intéresse, mais j'ai pas d'idée. En même temps, vous n'êtes pas totalement les seuls. La plupart des MS ne parient pas sur un projet à l'entrée. En général, ils aiment bien remettre tout en question. On repart sur une nouvelle base, on reforge un nouveau projet. Voilà. Alors nous, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va leur dire, OK, vous n'avez pas d'idée, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est plutôt même à la limite normal quand on est jeune. Mais en revanche, vous pouvez découvrir ce que c'est que la création d'entreprise en allant justement dans une PME d'accueil, dans une start-up d'accueil. Donc, Ça, c'est peut-être le vrai positionnement quand même, cette start-up d'accueil. Clairement, c'est le vrai positionnement. C'est-à-dire qu'on va être vraiment axé sur l'entrepreneuriat, mais pas forcément en étant le seul créateur qui a apporté l'idée. Il y a beaucoup de gens qui découvrent d'ailleurs la création d'entreprise, d'abord à plusieurs, et pas seul, et parfois en étant le numéro entre guillemets 2 ou 3 dans la bande. Ça, c'est pas gênant de former à l'entrepreneuriat en étant le numéro 2 ou le numéro 3, non ? Non, moi j'ai commencé ma première entreprise, j'ai suivi un copain qui créait une boîte. Non, c'est pas gênant du tout. On est même à la limite, au contraire. On est au cœur de l'événement. Je me rappelle le premier slogan, le slogan antérieur de l'ESSEC qui est agir en pionnier. Et là, d'un coup, ça fait écho à ce que... Les pionniers ne travaillent pas forcément seuls. Les pionniers, ils sont dans des équipes. Le gars qui monte l'Himalaya, il n'y va pas seul. Il va créer une équipe autour de lui. Quand vous êtes, quand vous lancez une exploration, très vite d'ailleurs, vous vous appropriez le projet. Vous êtes le deuxième ou le troisième dans la bande. Au bout de 6 mois, vous êtes les 3 soudés. Voilà. Et pourtant, ce n'est pas vous qui avez eu l'idée initiale. Et le projet, vous allez le défendre comme si c'était le vôtre. Donc, je ne sais plus pourquoi on... La question, c'est du positionnement. C'était la position. Ben voilà, c'est ça. C'est donc cette histoire d'alternance qui est assez forte et l'idée qui consiste à dire que vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un projet de création en main. Allez, on prend la prochaine question suivante de Elsa. Pourquoi la création de ce MS, sachant que beaucoup d'autres formations entrepreneurs existent ? Elle va vous permettre de conclure sur cette question voilà. qu'on a plus ou moins abordée. Ben voilà, parce qu'il nous semblait qu'il y avait un trou dans la raquette et qu'on pouvait aborder la création d'entreprise sous un autre angle, on va dire. Voilà, donc. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est que de par ce positionnement, on a aussi la possibilité d'accueillir des gens qui vont être d'abord dans une posture d'accompagnateur de la création d'entreprise. Donc des gens qui vont bosser par exemple en alternance, non pas dans une start-up, mais dans un incubateur ou dans une petite structure de levée de fonds, qui aide à la levée de fonds. Donc ils vont aborder la création d'entreprise de nouveau en étant assez proche de l'événement lui-même, sans pour autant être dans l'événement lui-même. Voilà, donc je ne sais pas si ça conclut sur cette question qui est vaste, mais... Oui, je pense qu'on a bien répondu à cette question. Fil 1 nous demande, pouvez-vous nous donner des exemples de projets création d'entreprises portés par les étudiants ? Oui, on a eu un projet par exemple l'année dernière qui était quelqu'un qui voulait faire de l'assistance ou de la formation de personnes, de particuliers à l'informatique en s'appuyant sur un réseau d'étudiants. On a eu un projet de crèche, alors avec des particularités. On pourrait en citer un certain nombre. Je vous ai donné des projets qui étaient plus intrapreneurs. Là, cette année, vous sentez des projets dans les tuyaux c'est assez marrant parce que d'une certaine façon, oui, il y en a presque plus que l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a une plus grande proportion de gens qui veulent bosser sur leur projet perso
par rapport à des gens qui vont travailler en entreprise. Je dirais que cette année, on est sur un tiers, deux tiers. Un tiers, c'est des projets perso. D'accord, et parmi ces projets, il y en a dont vous pouvez nous parler ou ils sont encore Alors, confidentiels, sans les dévoiler, il y en a qui tournent autour de la cuisine, il y en a qui tournent autour du sport, il y en a qui tournent... Après, on est à J+, donc Vous avez ça a assez démarré en sympathique quand même septembre. ces projets, enfin, sur le fond, entre les crèches, le sport, la cuisine. On a fait d'ailleurs une soutenance intermédiaire donc du business plan là très récemment. Ça se passe en février où on demande à chaque équipe de nous présenter devant un petit jury l'état des lieux finalement. C'est public ou non? Non, c'est pas public. Alors, il y a certains projets de toute façon qui sont confidentiels et même à la limite au sein du master, il y a une certaine réserve. Qui met la réserve en fait? Ce sont les porteurs. D'accord. C'est les porteurs qui décident, hein, bien entendu. Et je voyais justement, on se faisait la réflexion avec mon collègue de l'ESSEC, là, Hamid Bouchiki, avec qui on copilote ce programme. On a des projets qui étaient assez impressionnants de niveau de maturité. Voilà, donc il y a eu des très beaux trucs. Là, c'était la semaine dernière. Donc voilà, oui, il y a des projets qui sont très variés. Pourquoi pas le rendre public? Ça pourrait être intéressant, non? Finalement, non, même pas. Je parle pas pour les parties confidentielles, mais non. Pourquoi pas? Je sais pas. Enfin, c'est juste une idée comme ça. Hein. Oui. C'est une idée à réfléchir. Bon, allez, on prend la question suivante qui concerne Inès, peut-on faire incuber son projet à l'ESSEC ensuite? Alors, oui, évidemment. À l'ESSEC et à Centrale d'ailleurs, il y a 2 incubateurs d'accueil potentiels. Donc les incubateurs ne sont pas des 2 écoles, ne sont pas réservés aux élèves de la grande école. Non. Des grandes écoles. Non, bien sûr que non. La réserve qu'il faut quand même mettre, attention, c'est que c'est pas moi ou Hamid Bouchiki qui décidons si les élèves vont être admis dans les incubateurs. C'est-à-dire que c'est des comités de sélection différents. Donc voilà, donc en gros, c'est pas parce qu'on est admis dans l'EMS qu'on a forcément sa place réservée dans. C'est sélectif, enfin, c'est très sélectif. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Si vous avez un projet sérieux, vous emporterez l'adhésion. Mais oui, c'est de l'argent public. Ils ont des particularités ces incubateurs par rapport. De plus en plus d'écoles développent des incubateurs. Ils ont des particularités ces incubateurs. Centrale et l'ESSEC. Côté central, on privilégie des projets qui sont techno et plutôt en lien avec les laboratoires, mais pas que. Hein. On a des projets, ce que je vous disais, qui sont des projets de service. Mais voilà, donc on essaie quand même de donner une orientation qui est quand même un peu technologique. Côté ESSEC, c'est ouvert sur des entreprises de services. Ça se distingue après par le niveau de coaching en fait, qui va être apporté aux projets et aux porteurs de projets. Voilà, Concrètement, il y a des étudiants l'année dernière qui ont intégré l'incubateur du MS. Je pense qu'il y en a même un cette année qui est déjà dans l'incubateur, qui vient d'être admis dans l'incubateur. Déjà? Oui, mais parce que je vous dis, on a des projets qui ont une courbe d'accélération qui est bonne cette année. Enfin, vraiment, c'est marrant. Et plus de gens qui sont sur la création. Donc oui, il y en a un qui a, ça y est, son viatique. Finalement, vous allez peut-être changer de discours. On va peut-être vous revoir l'année prochaine en disant nous, on privilégie les créateurs maintenant. Non. Je pense qu'on a un positionnement qui est justement original. En tout cas, vous ne les décidez pas. Non, bien sûr que non. Bah non. Mais on a un positionnement qui est original parce que, encore une fois, franchement, moi, j'ai rencontré tellement de jeunes qui viennent en disant la création d'entreprise, ça m'intéresse, mais vous comprenez, j'ai pas d'idée, donc je vais pas me lancer. C'est un vrai sujet, ça. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une réponse là-dessus. Olga, vous dites que l'on peut avoir un rapport lointain à la création d'entreprise. Ah non, je ne dis pas, alors je me suis mal exprimé, Olga. En quoi ce MS est entrepreneurial? Parce qu'on parle de ça toute la journée. Non, mais en même temps, pour certains, finalement, l'entrepreneuriat, c'est avant tout la création d'entreprise. Et apparemment, vous me dites que c'est pas que ça. Allez, entreprendre, c'est se mettre en mouvement, pour moi. C'est changer. C'est changer le monde, c'est Guy Kawasaki, hein, qui est un auteur prolixe sur le sujet. Voilà, c'est changer le monde. Est-ce qu'on veut être un gestionnaire du monde ou est-ce qu'on veut changer le monde? À partir du moment où on est dans l'attitude de je veux changer le monde, je veux le faire bouger,
Pour moi, c'est là que ça commence, l'entrepreneuriat. Du coup, on lance quelque chose, on lance un mouvement, on refuse pas forcément en tant que rebelle et révolutionnaire, mais on refuse quelque chose. Voilà, on a envie il y a quelque chose de mieux à faire pour le monde. Voilà, pour moi, c'est un entrepreneur. Et c'est pour ça que je vous disais que ça peut c'est être... c'est votre tamis, en fait, c'est votre filtre à vous, c'est celui-là, oui. en fait. Et là-dessus, par exemple, il y a peut-être une question qui va arriver sur l'entrepreneuriat social. Qui est assez cher à l'ESSEC d'ailleurs. Qui est très cher à l'ESSEC, mais même qui est très cher à Centrale, enfin qui est cher d'ailleurs à plein de monde. Non, même cher au sens propre, je crois qu'il y a une chaire d'entrepreneuriat social. Absolument, absolument. À l'ESSEC, oui, tout à fait. Donc il y a une vraie structure là-dessus. Il y a une chaire, il y a un incubateur entrepreneuriat social. Ah, il y a un incubateur spécifique social, absolument. Donc il y a vraiment un sujet. Et ce que l'on voit, c'est que dans les deux cas, on a des attitudes, des états d'esprit entrepreneuriaux qui sont extrêmement proches. Simplement, dans un cas, on va placer une finalité, on va dire économique, un peu plus haute que dans d'autres cas. Mais la finalité économique, elle existe aussi dans l'entrepreneuriat social parce qu'il faut bien vivre, il faut payer des gens. Et on peut être une entreprise avec une finalité qui crée de la valeur en étant respectueux de son environnement, des gens, etc. Donc l'entrepreneuriat, c'est vraiment à plein d'endroits. Donc voilà, je ne sais pas si on répond à Olga, mais non, mais je pense que la réponse était... On mange entrepreneur, on dort entrepreneur. Je pense qu'on aura apprécié, on aura apprécié cette dimension de vouloir changer le monde, en tout cas d'y mettre son... Voilà, c'est ça le fondamental, on va dire. Alors ça, c'est Jennifer qui nous dit ce MS s'adresse-t-il aux entrepreneurs souhaitant, par exemple, reprendre un fonds de commerce, restaurant, ou plutôt à des personnes souhaitant faire de l'innovation? Allez, bonne question. Ils ne sont peut-être pas scotchés uniquement sur le restaurant, mais au final, Non, mais on a eu le cas, déjà l'année dernière, de gens qui venaient pour un projet de reprise. Tous les projets dont on a parlé sont des projets essentiellement de création. Voilà. De nouveau... Création, et puis avec une dimension innovante, c'est-à-dire qu'on crée un nouveau concept, etc. On parlait de changer le monde un petit peu, même à un petit niveau. Là, effectivement... que l'on reprenne ou pas en fait sur une brasserie, même si on veut changer un peu les choses. Alors, c'est une bonne remarque d'ailleurs, et c'est un bon feedback. J'ai peut-être trop insisté sur le côté innovation. Parce que oui, c'est important, c'est pas forcément clé. C'est-à-dire que vous avez un bon projet, enfin, où commence l'innovation? Est-ce que Paul, par exemple, c'est innovant? Boulangerie Paul. Ils font du pain. Le pain, voilà. C'est un beau projet. Alors, je dis Paul, j'ai pas d'action. C'est innovant en tout cas. Voilà, le marketing est innovant, il y a un positionnement nouveau, il y a un modèle un petit peu nouveau. Voilà, on commence à être innovant. Donc non, on n'a pas forcément une notion d'innovation qui est prégnante, qui est vraiment forte. L'innovation, elle peut être assez légère. Et du coup, la reprise, oui, pour revenir à la question de Jennifer, la reprise, oui, on a eu d'ailleurs un cas donc l'année dernière de quelqu'un qui venait faire de la reprise. Et alors d'autant que dans la reprise, on n'est pas à l'abri non plus d'essayer de reprendre en changeant un peu les choses. On peut s'inscrire dans la continuité totale en ne changeant rien. On peut aussi reprendre et commencer à faire un peu bouger certaines lignes. Encore une fois, sans forcément être l'innovateur révolutionnaire. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ça répond à la question. Oli9. Oli9, bonjour. Bonjour Oli9. Est-il possible de faire son alternance dans une collectivité territoriale en tant que bras droit? La qualité d'entrepreneur est incontournable. Oui. Oui. Enfin, la réponse est oui. On en parlait un petit peu tout à l'heure. En fait. Oui. On a eu l'année dernière quelqu'un qui a fait son alternance dans une association qui dépend de la ville de Paris et de la région Île-de-France, qui donc est financée par de l'argent public. Clairement, oui. Vous avez des projets, souvent, j'y pense, parce que l'ESSEC a également un pôle de compétences assez fort là-dedans, enfin en urbanisme. Il y a des projets aussi en urbanisme. Parce qu'on touche également plus ou moins à collectivité. Non, il n'y en a pas eu. On a cette année un architecte qui est chez nous et qui travaille sur un projet qui tourne autour du développement durable et qui tourne autour de la rénovation. Donc on n'est pas dans de la construction, on n'est pas dans de l'urbanisme au sens de la ville. On est dans la construction plutôt individuelle. Donc non, on n'a pas encore eu ça. Mais pourquoi pas bien sûr, pourquoi pas. Donc voilà, donc pour Oli, oui, ça peut se faire. GR56,
Que pensez-vous de la nouvelle école Internet de Simoncini et compagnie? Ah, c'est génial. Moi, j'adore, de toute façon, enfin, vous l'aurez compris, je pense, dès qu'on parle création. Et en effet, c'est un mouvement qui finalement est relativement jeune. Oui, on parlait des masters, où je disais qu'on est les petits derniers de la classe, de la cour de récréation, là en arrivant, en faisant notre... Pas tout à fait les derniers du coup là. Non, d'ailleurs, on n'est pas les derniers, et Dieu merci. Mais finalement, c'est un mouvement qui est très jeune. C'est-à-dire qu'on a cet engouement sur la création et les écoles et les universités commencent à monter des programmes finalement depuis assez peu de temps. Quand je dis assez peu de temps, ça fait quoi? Ça fait 10-15 ans. Vous voyez, c'est très très jeune. Donc, on a énormément de choses en tant que pédagogue encore à découvrir et à apprendre sur la bonne façon de faire. C'est vrai aussi pour les incubateurs, le projet Simoncini, où par exemple il y a un autre incubateur qui s'est monté avec Silicon Sentier qui s'appelle le Camping. Voilà, c'est un accélérateur sur 6 mois. Moi j'adore voir qu'il y a des gens qui essayent des choses nouvelles. La recette magique il y a quelqu'un qui rentre dans une structure quelle qu'elle soit et il ressort en créant Google, personne ne la connaît. Cette recette-là. Voilà, on aimerait bien la connaître. Donc c'est sympa. Il y a ce programme, il y en a d'autres d'ailleurs. Hein, il me semble avoir vu, en traînant sur votre site internet, je me trompe pas, non, je pense pas faire de gaffe en fait. J'ai vu des photos de l'ancienne promotion devant le panneau Google en fait. Enfin, je sais pas. Ah, parce qu'ils ont été aussi l'ancienne promo en Californie. Faire leur c'est un voyage. peu un modèle universel Google quoi. Au final tout le monde non alors oui peut-être qu'on le cite trop d'ailleurs. Oui peut-être, je sais pas en fait, j'ai l'impression que tous les MS vont faire un tour dans la Silicon Valley, vont faire un tour. Quand même la Silicon Valley est étonnante de ce point de vue là, du point de vue de la création, il y a un foisonnement, c'est extraordinaire. Il n'y a pas d'autres foyers dans le monde en tout cas qui équivalent à ce que peut être la Silicon Valley selon vous qui rivalisent. Il y a une concentration, même ne serait-ce déjà simplement dans les chiffres de venture, d'argent, de capital risque, qui est, je ne crois pas dire une bêtise en disant que c'est de l'ordre de 60% de tout le venture mondial qui est investi en Californie. Donc c'est simplement colossal. On ne peut pas se balader sans croiser un entrepreneur, ou quelqu'un qui monte un projet, ou quelqu'un qui en a monté un, ou quelqu'un qui en finance un. Donc je pense que les gens qui s'intéressent à ce sujet, oui, ont intérêt à y aller faire un tour. Bon, après, il y a autre chose que Google dans la vie, clairement. Fanny, combien d'élèves créent à la sortie? J'ai pas de statistiques et puis on n'a pas de recul. Mais l'année dernière, par exemple, vraiment moins que cette année. Ouais, voilà, mais je dirais que on risque de tourner autour d'un tiers peut-être. Voilà, après la question c'est... J'ai l'impression que vous n'en faites pas un cas, enfin c'est pas non, grave. Non, parce que je peux vous raconter aussi l'histoire d'élèves qui sont arrivés dans une petite boîte de production de cinéma qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires comme bras droit et qui ont signé pour y rester et qui sont maintenant quasiment, j'ai revu la personne en question, Yaron, et il vit le projet comme si c'était le sien. Et il est le numéro 2 de la boîte. Donc non, il n'a pas créé la boîte, mais n'empêche, d'abord, en plus, il y amène un vrai, je connais bien le créateur en particulier, hein, il y amène énormément de structuration. Donc il y a un vrai rôle, il a trouvé vraiment sa place. Donc voilà, c'est pas nécessairement, encore une fois, l'acte de création au sens j'ai amené mon petit machin perso, c'est pas forcément ça. C'est oui, je contribue de façon très active en m'engageant à faire changer le monde. Voilà, je crois à un truc, je m'y investis. Voilà, ça pour moi c'est une réussite. Ça revient tout le temps, cette notion de ah oui, de changer le monde. J'adore ça. On espère que c'est pas juste du marketing quand même. Moi, j'ai passé ma vie à ça. C'est le soupçon quand même. On est quand même en partie dans une école de commerce et changer le monde, c'est combien de banques, combien de banques, combien de grosses sociétés du CAC 40 ont pour slogan, on change le monde, changeons les idées, etc. Mais et au final, combien le font, mais voilà. Combien le font, c'est ça le truc. Non, et puis d'ailleurs, attention, faisons un tout petit peu d'autocritique. Dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles de management, on ne forme pas que des entrepreneurs et pas que des gens qui changent le monde, malheureusement. On essaye de le faire, et je pense que l'ESSEC et Centrale s'y emploient énormément. Mais oui, il y a beaucoup de jeunes diplômés qui vont dans des banques, qui vont dans des groupes où voilà, ils vont être dans un
dans un modèle et reproduire un modèle, bien sûr. Hein. Alors, Juju00, parce que du coup, on n'a pas suivi sa question. Bonjour, j'ai l'envie d'entreprendre, mais je ne me sens pas un leader, plutôt un bon accompagneur. Vous pouvez le comprendre. Ben voilà, si Juju m'a bien écouté, oui. Oui, je le comprends. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, Juju, mais j'aurais tendance à lui dire que, de nouveau, on pourrait poser la question, qu'est-ce que ça veut dire leader? Est-ce que le leader, c'est le numéro 1 qu'on voit celui qui gueule le plus fort, on peut être celui qui gueule le plus fort, être, voilà. Ou est-ce que, en fait, on est beaucoup plus influent parfois en étant l'accompagnateur qui glisse dans le creux de l'oreille du gars qui est à la télé ce qu'il conviendrait de faire. Donc il y a plein de façons d'entreprendre. Oui, cette notion, oui, il faut qu'il y ait des leaders dans le monde, hein, évidemment, mais encore une fois, on peut être facilement, on peut faire bouger les choses sans être celui qui est sur l'affiche, clairement. Donc, faut pas que, voilà. Et à partir du moment, je vois une autre question qui arrive, mais à partir du moment où déjà elle se pose cette question-là, c'est qu'elle est déjà, ou il est déjà, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, dans l'idée de faire bouger les choses. Donc, JAS129, est-ce que vous avez la connaissance de la création de Search Fund par des étudiants du MS pour racheter une entreprise? Alors là, je ne comprends pas trop la question. Est-ce que... le Search Fund par des étudiants... Je ne sais pas si on fait référence à des étudiants du MS qui ont créé un Search Fund. Moi, j'ai vu passer des projets d'étudiants, mais qui n'étaient pas étudiants du MS, pour créer des fonds spécialisés justement dans l'accompagnement de projets de jeunes. Je ne sais pas si c'est à ça que JAS 129 fait référence. Donc, ça peut trouver ça a sa place dans le MS. Enfin, je veux dire, pour le coup, de créer un fonds. De créer un fonds, oui. C'est une entreprise, hein, un fonds. Oui. Bien sûr. Ah, bah, bien sûr. C'est une entreprise, mais un peu particulière quand même. C'est-à-dire que le fonds en soi est une entreprise dans laquelle on s'intéresse à d'autres entreprises. Est-ce que c'est une double entreprise entrepreneuriale? Une boîte de conseil est une entreprise dont la vocation est de s'intéresser à des entreprises. Mais à ce moment-là, mon médecin de quartier est également un entrepreneur. Alors, voilà, où est-ce qu'on met la barrière sur la profession libérale? Ouais, bon, alors, ça, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, si on se pose la question de ce genre de fonds, en fait, finalement, ça a sa place dans le MS, finalement, quand on parle de structure d'accompagnement, etc. Enfin, ça fait partie du... Oui, un leveur de fonds, ça peut être une entreprise. On peut, en fait, dans le MS, en fait, on a l'expertise, on a la légitimité pour créer quelque chose. Il y a deux questions. Il y a la question de l'expertise et la question de la légitimité. On saura faire un certain nombre de choses qui permettraient de le faire. Est-ce qu'on aura la légitimité de le faire? On le fait un peu quand on a déjà entrepris, quand on a déjà 35, 40 ans. Voilà. Et surtout quand on a déjà investi et qu'on a réussi ses investissements, quand on veut monter un fonds. Donc ça, vous ne conseilleriez pas forcément de partir tout seul? Non, sûrement pas. Tout seul, non. C'est assez simple à comprendre d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qu'il fait un gars qui investit? D'abord, il va essayer de convaincre des gens de lui confier de l'argent pour pouvoir l'investir dans les entreprises. Donc, vous allez voir des souscripteurs potentiels à votre fonds et vous leur dites, je vais investir dans des boîtes, faites-moi confiance, confiez-moi 50 000, 100 000, 1 million d'euros pour que j'investisse. Ah bon, est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que ça marche? Vous voyez la question Donc voilà, c'est probablement pas le projet le plus facile. Revenons sur le business plan. Non mais allons-y. Oui, Audrey, quand vous dites que le business plan égale activité fil rouge, ça signifie quoi? Ça signifie que tout au long du MS, donc de septembre à juin, tous les élèves sont porteurs ou coporteurs d'un projet qui leur est soit personnel, propre, soit apporté par leur entreprise d'accueil. D'accord, donc on peut décider en fait de travailler en alternance dans la start-up et de faire porter son business plan sur un projet personnel, tout autre. Oui, alors d'ailleurs là, attention, il y a une question de temps. Ça, les élèves qui m'ont vu m'ont entendu le dire un certain nombre de fois, c'est très compliqué d'être élève, parce qu'on parle de 5 jours. Mais 5 jours, ça demande de la préparation, amont et aval. Donc ça prend du temps, c'est lourd comme formation. Être dans une entreprise en alternance et bosser, et si on veut être bon, il faut y passer du temps.
et ensuite travailler sur un projet personnel. D'accord, donc à moins d'être dans la configuration où on a un projet en entrant dans le MS et de faire de l'alternance sur son propre projet, au final, si au cours des 2-3 premiers mois, on remarque on commence à avoir des idées qui germent, au final... Alors, c'est ce qui arrive. Qu'est-ce qui se passe alors dans ce cas-là? Ce qui se passe, c'est qu'on a des élèves qui, à un moment, du coup, ont des états d'âme et se disent, bon sang, quand même, ça y est, c'est tellement super, c'est tellement rigolo, j'aimerais me lancer sur un truc perso, comment je fais? Eh bien, ils vont essayer de négocier avec leur entreprise, c'est pas forcément le plus facile, d'accueil, pour expliquer au patron, écoute, voilà, je suis embêté, mais... comment on peut trouver un deal qui fasse que tu comptais sur moi, mais je vais pouvoir me retirer petit à petit. Il y a un désarrimage à faire qui n'est pas forcément facile. Mais ça arrive. Enfin, ça arrive. Ah oui, oui, ça arrive. Oui, ça arrive, bien sûr. Parce que parfois l'appel est trop fort. Alors, on a perdu la question du coup sur le fil rouge. Ah oui, le business plan. Donc le business plan, c'est que du coup les élèves, les participants au master vont bosser sur ce business plan tout au long de l'année. C'est ce que je disais, tous les mois, il y a un point régulier où on mesure l'avancement en fait de leurs travaux. Et le matin, c'est en groupe, il y a un certain nombre d'apports théoriques et puis des études de cas. Et l'après-midi, c'est en tout petit groupe, voire individuel, et c'est du coaching. Donc on est 6 coachs à se répartir les 30 de la promo, donc ils sont... 30 divisé par 6, ça fait 5. Voilà, à suivre là, de façon très très proche les différents projets. Voilà ce que c'est fil rouge et business plan. Je ne sais pas si ça... je pense que ça répond à la question. Ouais, voilà. On va reprendre la question. Frange 6, vous parlez beaucoup d'environnement dans votre plaquette. C'est un point important du MS. Non, je n'avais pas noté moi, mais c'est peut-être une façon de le lire. Qu'on parlait spécialement d'environnement. Je crois que vous en parlez, si mes souvenirs sont bons, il me semble que vous en parlez lorsque vous introduisez le cadre général du MS en disant que les choses changent. Ah oui, exact. Alors je vois à quoi il fait référence, en effet. Bon, ça ne m'a pas marqué spécialement, mais non, mais parce que ça revient sur l'idée de changeur de monde. C'est-à-dire que, en gros, ça c'est un truc. Non mais ouais, parce qu'il y a un pessimisme ambiant qui est terrible, quoi. Et moi, je me mets à la place. Enfin, j'essaye de me mettre à la place de gamins. J'ai des gamins qui ont 22 ans, enfin 20 ans. Et je me dis, mais c'est horrible, quoi, le pessimisme ambiant. Et tout va mal, quoi. Est-ce qu'ils vont changer le monde, vos enfants, Jean-François Galloin, futurs entrepreneurs? Mais j'espère. J'espère bien. J'espère bien qu'ils vont y contribuer. Ben oui. Alors, on peut le voir de deux façons. On peut se dire, bon, c'est la cata et ça y est, on se met dans un trou. Ou, bon, ben voilà, c'est une opportunité. On a des quantités de choses à faire. Et alors en particulier, les exemples qu'on donne c'est pour ça je pense qu'il y a cette question, les exemples qu'on donne dans la plaquette, c'est en effet les grands enjeux de la société, quoi, Ça veut dire que vous êtes plus attentif vous êtes plus attentif à ça qu'à d'autres sujets. Enfin, c'est des sujets qui vous travaillent en particulier. C'est personnel, c'est votre équipe, ou c'est juste les enjeux du monde? C'est les enjeux du monde, non. Et puis après, il ne faut pas que ça fasse peur non plus. Il ne faut pas que les gens se disent « Oh là là, j'y arriverai jamais tout seul ». Ouais, bien sûr, mais chacun à sa façon, en créant des choses, en bousculant les choses. Quand on regarde Apple, pour changer de celui qu'on citait tout à l'heure, ce qu'on raconte, alors j'étais pas dans leur tête au moment où ils ont créé la boîte, mais en gros, quand ils ont lancé Apple, l'idée c'était de dire on a peur de Big Brother et on veut démocratiser l'usage de l'informatique. Donc ils étaient face à un gros enjeu pour eux. Bon, au départ, ils ont créé ce qui était une PME. C'est devenu quelque chose d'autre. Mais voilà, donc... Ils sont peut-être eux-mêmes devenus Big Brother, pour le coup, en fait. Et peut-être, d'ailleurs, oui, que... En termes de récolte d'informations... Oui, c'est vrai. Et qu'il faut être vigilant sur soi-même. Il faut essayer parfois de garder une certaine naïveté sur le monde. Alors, Lolo... bonjour, je suis étudiant en école de commerce post-bac. J'aurai donc un bac plus 5. Très bien. Et l'école n'est pas terrible, mais j'ai créé une entreprise. J'ai une chance. De nouveau, moi, la question que je poserais à Lolo, c'est il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça, c'est la réponse formelle. D'un point de vue académique, déjà. D'un point de vue académique, il n'y a pas de problème.
Une école post-bac, ça n'a pas la réputation de l'ESSEC, concrètement. Oui, mais il y a quelques écoles post-bac qui sont pas mauvaises. Hein, apparemment, elle n'est pas terrible. Oui, alors Lolo a pas l'air de porter haut son école. On peut reconnaître que son école n'est pas forcément très voilà, très dans les classements, très prestigieux. Pour le coup, l'ESSEC central, c'est non, comme des très bonnes et puis écoles. alors après, non, mais ce qu'on va juger aussi, c'est son parcours dans cette école. Si elle a été le première de la classe ou il a été le premier de la classe tout le temps. Qu'est-ce qu'il a? Une création d'entreprise, c'est pas mal. Si, vous savez, il y a des gens qui font des réussites extraordinaires, ils n'ont pas le niveau du bac. Hein. Donc on ne peut pas en faire juste un critère. Voyez ça veut dire que peut-être dans ce cas-là, le Taj Mahal aura peut-être plus d'importance, ça permet d'évaluer voilà, le niveau académique. L'entretien et puis ce qu'elle a fait, justement, ou ce qu'il a fait dans son entreprise. Alors après, moi la question, je me la poserai dans l'autre sens. C'est est-ce qu'on va lui apporter suffisamment de choses? Là, vous arrêtez sur le terme de commerce, le fait qu'il ait déjà fait une école de commerce. Ben oui, parce qu'il a sans doute fait un certain nombre... j'espère. L'école n'a pas l'air si terrible, mais enfin quand même, j'espère que... Vous pouvez avoir des spécialisations qui sont pas... pouvoir gérer un projet germe avec le temps. Non, et puis surtout, on peut avoir, à l'inverse, des gens qui ont été dans des écoles de commerce, mais qui ont pris par exemple un track uniquement finance. Et donc, ils ressortent en étant... ils ont vraiment fait que ça, quoi. Globalement, des pros de la finance. Tout le reste, ils en ont fait parce qu'on les obligeait à en faire, mais sans y apporter beaucoup d'intérêt. Donc, du coup, ça peut relativiser notre position. Mais là, il faudrait de nouveau qu'on discute pour savoir si on lui apportera quelque chose. Vous êtes... parce que vous dites toujours il faudrait qu'on en discute, mais vous discutez souvent avec des futurs candidats oui. Avant même l'entretien d'admission, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut... vous ou votre équipe, en fait. Ouais, on passe du temps, tout à fait. À essayer, ça peut être par mail, ça peut être par téléphone, à essayer. Il y a des gens qui nous envoient un CV en blanc ou une lettre de motivation en blanc en nous disant est-ce que j'ai une chance et est-ce que ça vaut le coup que je fasse le dossier ou pas. D'accord. Alors, question d'Olfa. Est-ce que l'alternance peut se faire dans une structure que l'on crée nous-mêmes? Ah bah oui. Mais que l'on crée, bien sûr. Finalement, on est un peu répondu, mais j'ai peur, comme cette question, elle intervient maintenant. Oui, bien sûr. Je me dis qu'au fond, peut-être que, est-ce que la création physique, ou la création... Mais je crois que pour Baptiste, l'année dernière, il a créé sa boîte, il était, il me semble, encore dans le master. Parce que les gens qui travaillent sur leur projet, finalement, ils n'ont pas forcément créé la structure, ils sont encore sur un projet. Oui. Alors, en effet, et c'est très important d'ailleurs, hein, le parcours, en gros, hein, dans la création, c'est j'ai une idée, c'est très vaste, c'est extrêmement intuitif, c'est gut feeling, comme disent les Américains. Première étape, c'est je formalise. Donc, j'essaye de poser des mots sur ce que je veux faire. Déjà, ça, c'est pas forcément évident. Et puis, étape beaucoup plus importante et beaucoup plus longue, c'est je valide. Donc, je suis dans une étape de validation. En gros, j'essaye d'augmenter le niveau de croyance que je peux avoir dans le fait qu'il y a une opportunité de création de valeur. D'accord ? La création intervient à l'issue, en principe, de cette phase de validation. La phase de validation sur un projet, quand on veut le faire bien, ça peut durer 1 an. On va aller sur le terrain, on va rencontrer des futurs clients, on va faire des panels, on va faire des enquêtes, on va essayer de faire des protos, on va rencontrer des fournisseurs potentiels si on travaille avec des fournisseurs. On va essayer de rencontrer des gens avec qui on pourrait s'associer avant de prendre la décision du go. Donc la création, elle peut avoir été faite avant, et le projet à ce moment-là encore à un stade où l'entrepreneur, lui, il a perçu, et son niveau de croyance était fort dans le fait qu'il pouvait créer la boîte. Peut-être que s'il nous présente le projet, nous, on aura du mal à y croire à son projet. Tout l'enjeu du coup... Ça vous arrive de prendre des gens dont vous ne croyez pas vraiment au projet? Ah ben oui, oui, clairement. Je me suis trop planté dans ma vie en voyant des projets en me disant ça marchera jamais et finalement ça marche, ou à l'inverse en me disant ça c'est un truc génial et finalement ça marche pas, pour me dire que finalement la croyance, il faut s'en méfier comme de la peste si c'est une croyance qui est purement théorique. Tout l'enjeu de la création d'entreprise, pour moi, c'est de passer d'un niveau de croyance qui est très intuitif et gut feeling à quelque chose qui est tangibilisé par des espèces de preuves. Ce n'est pas une démonstration scientifique du fait que la boîte va marcher, mais on tangibilise... On retrouve votre côté centralien, là, pour le coup.
c'est pas un projet centralien. Oui, ça pourrait être ça, mais d'abord, je suis pas centralien, moi. Je suis prof à Centrale. Je suis universitaire. Non, c'est l'expérience plutôt de l'entrepreneur. La création d'entreprise, c'est un art d'exécution. Hein. Ça demande, contrairement à ce qu'on pense, les gens imaginent que c'est une idée. J'ai une idée géniale. Des idées, il y en a partout. C'est jamais le problème. La question, c'est plutôt comment j'exécute. Est-ce que je suis capable de faire ce que j'imagine? Et une entreprise, son niveau de rentabilité, ça va être quelques pourcents. Donc selon qu'on exécute bien ou pas, on est en dessous de zéro ou au-dessus de zéro. Ça change tout. Alors on va prendre les dernières questions, Jean-François Gallouin, et on va essayer de répondre assez rapidement parce qu'on arrive La thèse professionnelle peut-elle être un business plan? Non. La thèse professionnelle, c'est autre chose que le business plan. On demande une réflexion en fait qui est plutôt académique pour le coup sur un sujet qui touche à l'entrepreneuriat. On veut que c'est quoi en fait une thèse professionnelle? Est-ce qu'une entreprise qui est financée par du capital risque est plus créatrice de valeur qu'une entreprise qui ne l'est pas? En moyenne. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce sujet? C'est un sujet qui est très très débattu par la communauté académique. Vous ne pensez pas honnêtement, Jean-François Gallouin, qu'à ce moment en fin d'année, en fait, les étudiants aimeraient pouvoir se consacrer non plus à leur business plan ou qu'à une thèse professionnelle un peu philosophique ou même très pragmatique, mais sur des questions un peu larges. Finalement, est-ce que c'est pas un peu, est-ce qu'ils ont le temps en fait concrètement? C'est un travail formel qu'un travail formel. C'est une super bonne question et je vous remercie pas de me l'avoir posée. C'est un vrai sujet. Du coup, pour nous, hein, la façon de bien le traiter, c'est de l'anticiper. Vous voulez dire, est-ce que finalement, c'est pas une condition pour faire exister c'est une condition générale du master spécialisé? Non, je pense que c'est important, moi, dans la vie, quand même, d'être capable de travailler intellectuellement sur des questions qui ne sont pas forcément que des questions, justement, d'exécution, malgré ce que je disais à l'instant. Donc, être capable d'aborder un sujet, de le comprendre, de le problématiser. Encore une fois, ça tourne autour de la création d'entreprise, donc c'est quand même pas déconnecté du sujet. Hein. Certes, un business plan, c'est très fort, c'est aussi très concret. analytique. Ouais, c'est très concret, mais on est plus dans du management de projet, alors que une thèse professionnelle, on va être plus dans une création intellectuelle quand même. Donc non, il faudra anticiper où a lieu le voyage d'études d'année prochaine. C'est la dernière question, Jean-François Gallouin. Je ne sais pas, JB, parce que ça, c'est les élèves qui choisissent ensemble. Donc entre eux, dans la promo, ils décident. La promo de cette année choisie pour la promo de l'année prochaine ou Non, la promo de cette année a choisi pour cette année. D'accord. Et la promo de l'année prochaine choisira ensemble un lieu de destination. Et nous, côté enseignants, on valide simplement l'intérêt de ce qu'ils vont faire dans le lieu sur lequel ils vont. Donc s'ils nous disent on veut aller aux Bahamas faire de la plongée, on ne qualifiera pas ça comme un voyage évidemment d'études. Mais s'ils nous disent on veut aller à Pékin pour voir l'écosystème de la création d'entreprise à Pékin et rencontrer... Oui, évidemment, ça on validera. Merci beaucoup Jean-François Gallouin pour toutes ces réponses. Merci à vous. Ce pragmatisme ce soir. Merci à tous les internautes qui ont posé ces questions ce soir, en espérant que leurs projets ont avancé. Merci Jean-François Gallouin, bonne soirée. Merci, et à très bientôt. Bonne réflexion à tous. Au revoir. Au revoir.